Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu le design en général. Une petite histoire en fait du design qui parle de ses origines jusqu'à aujourd'hui. Donc l'histoire du design est indissociable de celle de la révolution industrielle. Avec la production mécanisée commence une nouvelle histoire de l'environnement humain, écrite par les industriels et non plus uniquement par les artisans et les artistes. Des balbutiements de la machine à vapeur au premier gratte-ciel, elle se développe en prenant appui sur l'innovation technologique. Donc en fait, la révolution industrielle va faire que le design va prendre son essor dans le monde entier. Né avec la révolution industrielle, dégagée de toute référence historique, les États-Unis offrent un cadre idéal à l'essor de la mécanisation à grande échelle. Donc c'est là qu'apparaît la Ford T. En 1908, Henry Ford, séduit par l'efficacité des dispositifs qui équipent les abattoirs de Chicago, a l'idée de mécaniser la fabrication du Model T, première voiture automobile économique fabriquée à 15 millions d'exemplaires de 1909 à 1926. Ford applique les principes d'organisation scientifique du travail développés par Taylor pour mettre au point la chaîne de fabrication. C'est là que naît la, le travail à la chaîne en fait. C'est avec la Ford T que l'on voit en fait dans les images que je vous montre. Après, je vais vous parler des avant-gardes. Dans l'effervescence des années 20, naissent des mouvements hérités du cubisme, puis du futurisme, constructivisme et suprématisme russe, mouvements hollandais de style, qui vont marquer par leur audace tout le XXe siècle. Dans toute l'Europe, ces avant-gardes artistiques conjuguent recherche théorique et confrontation avec le réel. Né en 1919, dans une Allemagne vaincue et appauvrie, le Bauhaus, à ses débuts, n'est pas, pour des raisons économiques évidentes, tourné vers la production en série. Son fondateur, Walter Gropius, veut surtout former des créateurs capables de concevoir tout ce qui, en dehors du bâti, concerne la production d'environnement. La démarche repose sur un cours fondamental dont l'élaboration et l'enseignement sont confiés à des plasticiens venus des courants d'avant-garde, ce que nous avons vu juste avant. Ce n'est qu'en 1925, avec l'aménagement en Allemagne de la dette de guerre et l'arrivée des capitaux américains, que le Bauhaus peut s'orienter vers la production industrielle, avec notamment le meuble à structure tubulaire de Marcel Breuer. Il est alors reconnu comme un haut lieu d'innovation, mais en 1933, les nazis ferment l'école. Dans les années 20 et 30, de l'Europe à l'Amérique, l'entre-deux-guerres oscille entre passion technologique et nostalgie du passé. En France, à l'épanouissement de l'art déco répond l'Union des artistes modernes qui s'inscrit dans le mouvement moderne. En Finlande, Alvar Aalto réconcilie savoir-faire artisanal et fonctionnalisme rationaliste. En Allemagne, l'avant-garde qui s'épanouit à l'aube des années 20 devient dégénérée à l'avènement du nazisme. Les références antiques de l'urbanisme d'Albert Speer coïncident avec la naissance d'une voiture de conception futuriste, la célèbre Volkswagen Coccinelle. Au lendemain de la crise de 1929, les industriels américains prennent conscience de l'importance de l'esthétique dans le succès commercial des produits de grande consommation. Les premières grandes agences d'esthétique industrielle voient le jour. Elles proposent au grand public des objets quotidiens inspirés des formes aérodynamiques des dernières merveilles technologiques: voitures, trains, bateaux, avions. C'est le streamline, dont les lignes fluides et lisses coïncident avec la généralisation des techniques d'emboutissage de la tôle d'acier et du moulage en coquilles d'alliage d'aluminium ou de matériaux de synthèse, le bakélite. Le bakélite, c'est l'ancêtre du plastique. Les formes de la liberté. L'après-guerre ouvre aux designers de nouvelles voies d'expérimentation et d'action. Matériaux technologiques,
Habitudes de consommation, tout change et les objets de la vie quotidienne deviennent peu à peu des produits culturels. Le fonctionnalisme dominant n'empêche pas certains designers de défricher un nouvel univers formel, conjuguant héritage du streamline et forme libre grâce aux possibilités offertes par les nouveaux matériaux et les nouvelles techniques de fabrication. Ainsi, le Danois Werner Panton reprend-il à la fin des années 50 l'idée du siège zigzag imaginé avant-guerre par Rietveld dans une version tubulaire, puis proposé dans un assemblage de planches de bois épaisses. Pantone utilise les techniques de moulage de matériaux de synthèse ABS pour obtenir une forme nappée unique réunissant siège, dossier, piétement d'une extrême fluidité. Années 70-80 et plus tard, le design industriel n'échappe pas à une remise en cause généralisée des effets pervers de la société industrielle. Contre le fonctionnalisme froid, la postmodernité remet sur le devant de la scène des valeurs oubliées. Historicisme, régionalisme, univers symbolique, voie sacrée. Le nouveau design se lance dans des recherches comme celles qui ont uni production artisanale et production industrielle de série. Ainsi, les Français Elisabeth Garouste et Mattia Bonetti imaginent une table rocher composée d'un plateau triangulaire en tôle d'acier, parfaitement réalisable industriellement, fiché par ses trois sommets dans trois rochers laissés bruts qui constituent le piétement. En Italie, Andrea Bronzi prône l'avènement d'un nouvel artisanat. En France, l'éclectisme domine. Tandis que Garouste et Bonetti évoluent vers le néo-baroque, Philippe Starck, qui devient un chef de file, développe une démarche globale tournée vers la production industrialisée. Elle embrasse tous les aspects du design, produits, graphisme, mais également architecture d'intérieur et même architecture.